Nike, H&M ou encore IKKS, autant de marques qui ont déposé récemment le bilan ou entamé une restructuration en Belgique. Le secteur du textile, tel que nous le connaissons, est contraint à se réinventer. Dans quelle mesure est-il menacé ? C'est le thème de ce nouvel épisode de Perspective, un podcast de la rédaction de Trends Tendance. Je suis Loïc Streuss et j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Alexandre Billet, le patron de chez Gondola, spécialiste du retail. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. Alors Nike a annoncé hier vouloir fermer ses centres de logistique de Lagdal, c'est près d'Anvers, de Ham dans le Limbourg. H&M a fait de même la semaine dernière à Glun. Résultat, dans les deux cas, 440 emplois sont menacés. Est-ce que les deux situations sont comparables ? Alors elles sont certes comparables sur un point, c'est que le coût du business en Belgique ne fait qu'augmenter, alors qu'on se trouve ici face à des multinationales qui ont déjà communiqué il y a quelque temps vouloir être plus flexibles et faire face à des réorganisations en interne, justement dans un cadre de gestion des coûts, plus spécifiquement en Belgique. Alors là, on restera sur Nike qui entame sa 3e restructuration dans notre pays en un an. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, Nike a envoyé un signal qui n'a pas été entendu par rapport notamment au coût de l'emploi. Alors, ce qui était assez dommage, c'est que Nike était déjà un des seuls grands joueurs dans l'e-commerce qui avait implanté son centre logistique en Belgique, mais malgré les signaux très forts, ils n'ont pas été entendus sur cette nécessité fondamentale dans ce type de business model de flexibilité, de gestion des coûts qui sont essentiels pour, je dirais, la totalité de la logistique, mais surtout de l'e-commerce. Nike, qui par ailleurs emploie entre 4000 et 5000 personnes chez nous, ça veut dire qu'on pourrait craindre une décision à plus grande envergure, comme Audi Brussels par exemple ? Je pense que, en tout cas, le potentiel d'une catastrophe est déjà annoncé. Ce n'est pas uniquement lié à une décision en interne, c'est-à-dire une meilleure gestion des coûts, c'est aussi lié à un environnement macroéconomique, mais surtout aussi à la typologie de ce type d'acteurs qui sont des multinationales et qui s'accommodent très peu et très mal d'une croissance trop importante des coûts, entre autres de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut relier alors la décision d'H&M à cette problématique de gestion des coûts ? La marque suédoise a fermé déjà un premier centre il y a 10 ans à Puurs. À lire les analystes, ce choix de la direction n'a rien de surprenant. Est-ce que c'est lié justement à ces coûts dont vous parlez aussi ? Oui, alors on voit que l'enjeu reste majeur et touche plus principalement la totalité du prêt-à-porter, du fashion, dans le sens large, que ce soit en e-commerce, dans le cadre de Nike ici par exemple, mais aussi pour les magasins physiques. Donc la totalité du secteur est frappée de la Xème vague. On parle aujourd'hui de la 3e vague de coûts et de réorganisation qui s'annonce et qui risque d'être une vague qui fait très très mal parce que déjà annoncée sur, je dirais, un cimetière déjà de cadavres dans le secteur du prêt-à-porter. La décision d'H&M ne concerne pas uniquement notre pays. On n'est pas le mouton noir de l'Europe. Il y a d'autres pays qui ont également subi cette décision d'H&M. Oui, alors on voit que la situation est relativement similaire pour la totalité de l'Europe de l'Ouest, qui se trouve avec une croissance des coûts et une consommation stagnante. Ceci étant dit, il y a une grande partie du pouvoir d'achat des Belges et des Européens qui est tout simplement dépensé sur des sites comme Shein, Temu, mais aussi Amazon, et donc qui forment une forme de concurrence, on peut dire, vraiment déloyale parce que peu encadrée. Et donc, chaque concurrence internationale à des coûts moindres fait exponentiellement mal aux acteurs locaux. Je reprends le cas d'H&M. Le groupe a annoncé que son réseau a justifié que son réseau était trop vaste. Est-ce que ce genre de groupe a vu trop grand et est obligé aujourd'hui de faire marche arrière pour recentrer ses activités ? Alors, ce sont des groupes qui passent par différentes stratégies, des stratégies d'expansion et puis des stratégies de restructuration. Donc, il y a quelque part une forme de cyclicité qu'il ne faut pas nier. Tout n'est pas catastrophe. On ne parle pas ici de la fin du monde, mais néanmoins, on voit que l'équation fondamentale du prêt-à-porter pose un souci
souci aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance très proche des zéros, mais une croissance des coûts qui devient littéralement insoutenable. Il n'y a que quelques acteurs qui permettent de sortir leur épingle du jeu, ce sont ceux qui maîtrisent intérieurement et de manière intelligente leurs coûts et leur logistique. Alors, vous avez évoqué Shein, Temu, vous avez évoqué des contre-exemples, des exemples plutôt de réussite. On parle de contre-exemples aujourd'hui parce qu'il faut un petit peu fouiller, on y reviendra plus tard. Les centres de logistique tels qu'on les imagine, eh bien, pour le commun des mortels, ce sont des centres qui gèrent des colis commandés en ligne notamment. On constate que c'est pas vraiment ça, ils sont aussi dépendants de la consommation en magasin, et là en l'occurrence H&M, il est là le problème notamment, c'est que les gens ne se rendent plus nécessairement en magasin, donc il y a moins besoin d'envoyer de nouvelles collections dans les magasins. Alors c'est un tout petit peu plus subtil, les gens ne se rendent plus en magasin sans raison valable. Donc les magasins qui arrivent à toucher un public cible d'une manière intense, intelligente ou émotive pourront toujours arriver à créer un certain trafic. Je prends un exemple de E5 Mode, par exemple, qui a été repris par deux frères et qui ont réussi quand même à réorganiser l'expérience client, à recréer une marque et surtout la confiance. Ce qui manque fondamentalement dans le prêt-à-porter, c'est la confiance. Le consommateur ne comprend pas pourquoi un t-shirt à 1 € chez Zeman devrait en coûter 7 ou 8 dans un autre magasin. Alors on se trouve dans une équation des externalités négatives, dans la production totalement outsourcée, etc. Donc tous ces facteurs du prêt-à-porter aujourd'hui sont en train de faire écho et convergent essentiellement vers deux pans. Ce sont des modèles très bon marché, style Zeman, Action et autres, ou des modèles où le consommateur retrouve la confiance. Et je trouve que E5 Mode, pour être un exemple belge, est très parlant. C'est relativement petit, ils font entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ces deux frères ont réussi à redresser une marque qui était totalement poussiéreuse, avec succès commercial, mais aussi avec succès sur la production, sur les équipes, sur le personnel qui travaille en magasin. Si on vous comprend, l'heure est donc à la remise en question, et pour vous emboîter le pas, on va évoquer notamment Célio, qui a dévoilé une première collection pour femmes, comptoir des cotonniers Princesse Tam Tam, qui ont emménagé sous le même toit. Donc en fait aujourd'hui on constate que certaines marques se repositionnent, s'ouvrent à des nouvelles collections. Donc il y a quand même du positif. On essaye d'aller dénicher de nouveaux consommateurs, de nouveaux profils. Alors il y a toujours de l'espoir, je pense qu'il faut quand même le rappeler. On voit aujourd'hui que néanmoins un handicap fondamental ce profil à l'horizon, c'est un manque de règles. On voit que, par exemple, en Belgique, il est interdit de vendre à perte, sauf sous certaines conditions. C'est totalement irrespecté, n'est pas du tout suivi ni même encadré par des grandes multinationales qui ne respectent pas le fait de ne pas pouvoir vendre à perte. Donc il y a une espèce de dumping commercial qui se fait sur la Belgique. Je rappelle que nous avons quand même un des pouvoirs d'achat les plus élevés en Europe. Le consommateur a très difficile à faire confiance à certaines marques, mais les marques qui arrivent à recréer la confiance, à recréer une raison d'être, ont quand même, je dirais, un peu de perspective positive à venir, mais il faut nécessairement retravailler les fondamentaux, ce qui se fait pour des multinationales par une restructuration et une réorganisation, souvent du cost-cutting, mais pour des sociétés locales, ça se fait essentiellement via l'investissement dans des processus, l'investissement dans du personnel. Ce choix, par exemple, d'H&M de recentraliser ses activités en Espagne ou en Italie, est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport à l'image que la marque peut dégager, notamment au niveau d'une clientèle belge ? Alors il y a deux choses. Le consommateur aujourd'hui a été biberonné pendant plusieurs décennies au prix. Si on regarde historiquement le prêt-à-porter, le paramètre discriminatoire était la qualité, puis on est passé par la relation prix-qualité, et aujourd'hui c'est essentiellement le prix. Donc le consommateur n'arrive surtout pas à distinguer deux produits qualitatifs et un non qualitatif l'un de l'autre. Par contre, le prix, le consommateur le maîtrise parfaitement. Et donc cette espèce de paramètre totalement discriminatoire va être totalement déterminant pour les mois à venir. Et donc il faudrait aussi essayer de recréer une culture de la qualité, puisque cette surconsommation en matière de fashion, de prêt-à-porter, coûte très très cher à notre société en matière de perte d'emploi, en matière de pollution,
en matière de logistique, mais aussi en matière de santé publique. N'oublions pas que récemment, nous avons quand même eu des preuves scientifiques que plusieurs produits de prêt-à-porter sur des chaînes, des Temu et autres sont carrément toxiques pour le consommateur et engendrent un risque au niveau de la santé, pas uniquement publique, mais aussi individuelle. Ça veut dire quoi? Que la totalité du prêt-à-porter doit être réencadrée. Oui, une consommation, non à une surconsommation qui est totalement délétère pour la totalité de notre économie et de notre écosystème. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image de marque n'est plus nécessairement, je dirais, une préoccupation première pour des marques comme H&M ou autres par rapport à la manière au ressenti du consommateur? L'image de marque reste importante, mais c'est surtout l'image vécue plus que l'image véhiculée ou perçue qui va faire la différence dans les mois et les années à venir, bien sûr à prix égal ou compétitif. Vous évoquiez à l'instant l'importance des prix aux yeux des acheteurs. Le cas IKKS fait partie justement de ce cas d'école sur les prix. IKKS qui s'est positionné sur un moyen de gamme premium avec des t-shirts vendus à près de 100 €, des pulls qui sont entre 150 et 200 €. Résultat des courses, les filiales belges ont fait aveu de faillite. Est-ce que IKKS est un cas d'école qui n'a pas senti l'orientation du vent et qui s'est retrouvé sur un segment de plus en plus boudé? Alors oui, c'était un cas quand même relativement interpellant puisque diminution du chiffre d'affaires et augmentation des coûts, ce type d'entreprise a été totalement prise en tenaille par la réalité et rattrapé surtout par la vitesse du changement en matière d'omnicanalité, en matière de durabilité et autres. On voit que le consommateur est prêt à payer un surplus pour des produits dont il comprend la valeur en matière de durabilité, en matière de design, même en matière de santé, mais il faut faire comprendre aux consommateurs la réelle valeur ajoutée de ce prix plus élevé. Sinon, il faut se tourner vers des modèles qui sont d'une efficacité incroyable, comme Inditex ou comme Zeeman par exemple. Donc à vous entendre, on cherche le prix le plus bas ou alors le prix premium de haute qualité ? C'est exact, le prix premium à condition qu'il soit compris et perçu et pas uniquement véhiculé. Juste la partie marque, un beau logo ou une marque qui va essayer de faire véhiculer des messages qu'on ne vit pas ou que le consommateur ne comprend pas en magasin ou en le portant n'aura plus beaucoup de chances d'exister. Et ça a été le cas pendant les années 80 où certaines marques représentaient très peu de qualité ou étaient totalement décorrélées d'un engagement social ou sociétal. Mais aujourd'hui, le consommateur veut le tout en un, c'est-à-dire comprendre la valeur au prix qu'il va payer. On évoquait IKKS, je le rappelle, les franchisés ne sont pour le moment en tout cas pas touchés par cette fermeture des magasins de la marque, des magasins intégrés comme on les appelle. Avant IKKS, on a eu Esprit, Cassis Paprika, Naf Naf, Camailleux, Pimki, Jennifer, les magasins belges de Scotch & Soda, voire de Couples, la marque premium aussi française qui a quitté notre pays. Quel est le point commun à toutes ces fermetures ? C'est qu'il y a eu déjà plusieurs raz-de-marée, plusieurs tsunamis qui ont touché le secteur, surtout des marques qui avaient une forme d'inertie, donc très difficile à s'adapter. Le secteur a été pris de court par la rapidité du changement, mais aussi par un dumping commercial qui s'est opéré à partir de l'étranger et pour couronner le tout par une augmentation des coûts, ce qui est totalement mortel en Belgique et en Europe de l'Ouest, une augmentation des coûts, une stagnation du chiffre d'affaires et le cocktail toxique est servi, sauf pour quelques sociétés qui ont réussi à internaliser des processus de production ou une réelle remise en question, qui ont eu un courage exceptionnel. Je pense, entre autres, à nouveau, à des sociétés comme E5 Mode qui ont fait un travail fondamental sur elles-mêmes et sont en train de repenser la totalité de cette chaîne de production et distribution. Et E5 Mode n'est pas le seul. Kiabi, notamment, est un exemple. Quel est le résultat, quel est plutôt le secret du succès de Kiabi, par exemple ? Alors, il y en a plusieurs. Ce sont des sociétés qui ont une force et une intelligence logistique excessivement poussées. Ce sont des sociétés qui peuvent internaliser des coûts et des pans entiers de la chaîne des valeurs. Et puis, ce sont des sociétés qui choisissent
leur groupe cible, Kiabi en l'occurrence, a un groupe cible excessivement large, mais offre des produits très différenciés par groupe cible. Donc ce sont des sociétés, ce qu'elles ont en commun. Ici, Kiabi ou 5 Modes par exemple, c'est un actionnariat privé. Elles prennent le temps, elles ne sont pas soumises au temps, mais elles prennent le temps pour remettre en question leur positionnement fondamental envers le consommateur et viennent avec une offre excessivement adéquate, avec toujours ce rapport au prix qui est assez sain. Peut-être pas le meilleur marché, mais en tout cas un rapport prix-qualité qui est compris par le consommateur. C'est-à-dire que la clé de la réussite, c'est de comprendre les besoins, mais aussi sa clientèle, de la connaître, de mieux s'intéresser à elle. Donc je pense que la clé de la réussite dans le prêt-à-porter, c'est le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc c'est d'une part une force opérationnelle, une force logistique excessivement poussée, des processus qui sont vraiment alignés jusqu'au centième de centime d'euro près, et d'autre part une raison d'être, c'est-à-dire un positionnement qui peut être compris par un certain type de la population. Donc pas uniquement une efficacité, mais aussi une émotion qui peut être véhiculée et comprise par le consommateur local. Une question basique maintenant, c'est cette question qu'on se pose par rapport au problème du prêt-à-porter. À quand remonte-t-il ? Alors on évoque souvent évidemment le Covid pour parler des premiers tremblements du secteur, mais en réalité on remarque que c'est antérieur à la crise sanitaire, cette espèce de tourbillon dans lequel est entraîné le prêt-à-porter au sens large. Alors il faut savoir que le prêt-à-porter réalise encore des marges opérationnelles assez agréables. On parle de entre 60 et 65%, donc à l'unité ce sont des marges assez large, plus de 50% en plus que le secteur alimentaire. Par contre, c'est un secteur qui a assez mal vieilli à partir de 2015. Donc jusqu'en 2015, tout se passait relativement bien. Il y avait eu des premières faillites, etc., mais qui n'étaient pas des catastrophes. Il y a une accélération qui a été renforcée effectivement pendant le Covid par un dumping commercial, on ne peut pas l'appeler autrement, et une acceptation de l'Europe d'un laissez-passer de ce dumping commercial. Donc nous avons accepté, en tant qu'Européens, d'être la poubelle des marketplaces comme Shein et Temu, et à tous les niveaux, le consommateur est même prêt à payer pour être la poubelle de ces producteurs asiatiques. Donc au fait, depuis 2015, le secteur commence à se trouver dans une situation de handicap structurel avec une énorme accélération depuis 2020. Est-ce que l'apparition et l'arrivée de nouvelles marques comme Uniqlo, Primark ont influencé aussi la situation ? Elles ont accentué, c'est-à-dire qu'elles ont accentué le prêt-à-porter bon marché. Il ne faut pas oublier que dans les années 2015, l'e-commerce a connu un boom énorme avec entre autres des sites comme Zalando, puis ça a été renforcé à partir de 2018-2019 par Vinted, le seconde main en ligne. Donc il y a eu des changements structurels et structurants qui sont la digitalisation. Et d'autre part, il y a eu cette forme de dumping commercial qui a eu un impact énorme et surtout une accélération sur ce modèle qui était déjà mis à mal structurellement depuis presque 10 ans maintenant. Alors les résultats communiqués aujourd'hui par Inditex sont là pour nous contredire. On parle des résultats évidemment de 2025. Inditex, donc c'est Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear. Inditex a réalisé le bénéfice le plus élevé de son histoire et la presse espagnole évoque même une rentabilité supérieure à Shein. C'est donc qu'il y a là aussi des motifs d'espoir. Mais c'est exactement ce que nous disions là tout de suite. Le secret pour le succès, c'est une internalisation. Je pense que Inditex est l'exemple le meilleur qu'on puisse trouver aujourd'hui, qui corrobore d'ailleurs avec Kiabi et E5 Mode, c'est-à-dire un actionnariat privé qui très rapidement a commencé à refaire du reshoring, donc une production en Europe qui maîtrise parfaitement sa chaîne logistique, mais qui arrive aussi à travers ses différentes marques à toucher émotionnellement le consommateur. Le très bon marché vendu à l'unité peut exister pour des modèles excessivement low cost, mais le consommateur est toujours prêt, en tout cas en Europe de l'Ouest et actuellement, à payer un surplus quand il comprend la marque, quand il comprend la qualité et quand il peut avoir ce moment de plaisir à travers son achat. On a déjà évoqué à demi-mot Shein, Temu. Ils incarnent ce qu'on appelle la fast fashion. Avant de développer un petit peu
l'attrait de ces deux mastodontes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de fast fashion et quand cette fast fashion a vraiment démarré, l'an zéro de la fast fashion? Alors c'est une très bonne question. Le fast fashion existe au fait depuis très très longtemps. Il faut savoir que ce modèle existait dans le prêt-à-porter mais aussi dans le non-alimentaire. Depuis les années 90, au fait, on produisait très bon marché en Asie et on importait de manière très peu efficace des produits qui étaient produits à coût tellement bas que n'importe quel prix de vente réalisait une marge importante en Europe. Petit à petit, le coût de la production a augmenté en Asie et le pouvoir d'achat a petit à petit commencé à stagner en Europe. Et cette concordance de ces deux éléments fait qu'il fallait plus que uniquement produire bon marché, il fallait produire hyper bon marché à très grande échelle et pouvoir exporter de manière massive vers l'Europe. Et c'est là où le fast fashion a connu son émergence avec un très grand succès, puisque nullement endigué par l'Europe, qui a été totalement permissive sur ce point-là et est en train de faire de l'Europe la poubelle publique pour lesquels le consommateur paye d'ailleurs. On présente Shein et Temu comme les porte-étendards de la fast fashion. Pourtant, on constate que Shein a ouvert des magasins physiques en France. Le premier médiatisé à Paris au BHV Marais. On remarque néanmoins que ce magasin physique obtient des résultats plus mitigés qu'attendus. C'est un paradoxe entre le comportement d'achat en ligne et le comportement en magasin physique qui visiblement n'est pas le même. Alors c'est effectivement une situation très controversée et relativement paradoxale, puisque le consommateur qui consomme de manière totalement débridée en ligne, il faut savoir qu'un produit, un objet sur 3 en matière de prêt-à-porter n'est jamais donc un produit sur 3 acheté n'est jamais porté ou utilisé. Donc ça veut dire que cette surconsommation touche le pouvoir d'achat du consommateur directement, mais aussi va toucher le second main. On en parlera peut-être plus tard. Et donc le consommateur n'est pas très très fier de se rendre dans ce type de magasin qui a fait quand même beaucoup parler de soi, certainement en France. Il faut savoir que la France a souvent quelques années d'avance sur la Belgique, c'est qu'ils osent nommer les sujets et n'ont pas peur des sujets très controversés. Ici, Shein il faut appeler un chat est réellement du dumping commercial. C'est une catastrophe économique, sociale, écologique, et les Français osent le débat là où la Belgique a encore un peu de retard. Arrivée d'un magasin physique en Belgique qui n'est pas encore pour tout de suite, mais peut-être que ça arrivera un jour. Ça veut dire, si je reprends vos propos par rapport au comportement d'achat du consommateur, ça veut dire qu'on va plus facilement se laisser tenter d'acheter un produit Shein ou Temu derrière son ordinateur plutôt qu'en magasin. C'est grosso modo ça. Mais c'est totalement le cas, effectivement. C'est entre autres le sujet des dark patterns, de cette dopamine totalement organisée. Et je pense que petit à petit, on commence à se rendre compte que ces achats impulsifs ont un impact sur le monde réel en matière de logistique, en matière de pouvoir d'achat. Et c'est peut-être la seule chose que nous aura appris Shein et Temu, c'est qu'il y a quelque part une limite à cette surconsommation, même si elle pèse très très fort sur notre économie, puisque c'est quand même le 3e raz-de-marée qui crée des réelles victimes dans nos entreprises belges. Elle nous permet de remettre en question notre réel sens à la consommation et surtout la surconsommation. Et je trouve quand même qu'en Belgique, le ministre Clarin-Valls commence aussi à y apporter l'attention nécessaire, et donc la Belgique est peut-être un peu en retard, mais on est quand même dans le coup dans cette remise en question et l'impact sur notre économie locale. On vient d'identifier la fast fashion comme étant des premières explications à la difficulté du secteur du prêt-à-porter. Il y a aussi un deuxième élément, et vous l'avez évoqué à demi-mot, c'est le marché des articles de seconde main qui n'a cessé de grandir. Ça a également plombé les chiffres et la fréquentation des enseignes traditionnelles. Oui, tout à fait, les enseignes traditionnelles qui ont pour la plupart essayé d'intégrer ce seconde main, mais la plupart des enseignes n'étaient tout simplement pas structurées pour réintégrer des produits seconde main. Une raison principale est la qualité des produits
de prêt-à-porter qui a fortement décliné, et donc on se trouve avec des intrants dont la qualité, la matière première, si vous voulez, du seconde main n'est tout simplement pas assez qualitative que pour pouvoir être revendue. Ça pose un souci également aux petits riens qui se trouvent avec des produits dont ils ne savent absolument rien faire. Donc le problème de ce ultra fast fashion, c'est que ça bloque la totalité de la chaîne. C'est vraiment le cancer de notre société de consommation. Et il faut absolument y faire quelque chose, puisque le seconde main est, je dirais, le second poumon, la seconde vie qu'on peut insuffler à cette consommation qui pèse, je le répète, très lourd sur notre écosystème. Oui, si je viens avec quelques chiffres, grosso modo, il y a plus de 12 millions de tonnes de vêtements qui sont produits par an à l'échelle mondiale. Plus de 7000 tonnes atterrissent dans les fameuses bulles de collecte des petits riens. 1/5 termine à l'incinération, c'est le double d'il y a 10 ans. En gros, la surproduction est le réel problème. Je pense que la surproduction n'est peut-être pas le réel problème, c'est le manque de circularité. À partir du moment où on a des produits qui soient alimentaires, non alimentaires, qui ne peuvent pas être réintroduits dans un cycle de consommation, de réutilisation ou de recyclage, il faut abandonner ce type de produit. Alors que le fast fashion est vraiment l'exemple ultime d'un produit qui ne peut pas être réutilisé ni recyclé. Donc si on ne peut plus rien en faire, je pense qu'il faut commencer à interdire ce type de surconsommation qui a l'air de coûter très bon marché parce que le consommateur le paye très bon marché à partir de son portefeuille personnel, mais ces produits coûtent très cher à la société pour être incinérés, pour être réemballés, réutilisés, parce que fondamentalement pas réutilisables. On évoque le seconde main comme un endroit vertueux. Alors il y a évidemment ces fameuses friperies qui pullulent maintenant, notamment dans le centre de Bruxelles. Il y a aussi un positionnement seconde main haut de gamme. On en a notamment avenue Louise. Mais on voit un penchant qui rejoint finalement la consommation de masse. Ce sont des chaînes de magasins de seconde main. Donc est-ce que là, il n'y a pas un basculement aussi de cette niche, de ce créneau vers du mainstream ? Oui, mais ce basculement se fait dans tous les sens. Le groupe LVMH a par exemple analysé aussi la qualité en matière de durabilité des marques de luxe, c'est-à-dire des produits qui intrinsèquement portent une valeur ajoutée, mais ce sont des produits qui peuvent avoir plusieurs vies d'utilisation, plusieurs cycles d'utilisation. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'on a dépassé 7 des 9 limites planétaires et on se rend compte que le prêt-à-porter et le non-alimentaire, de manière plus générale, contribuent énormément à ce manque de circularité de la consommation. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Pierre-Alexandre Billet d'avoir accepté de participer à Perspective, un podcast de la rédaction de Trends Tendance. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.